Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour votre JT. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Potirons, topinambours, poireaux, les légumes d'automne arrivent progressivement sur les étals de nos marchés. Mais comment bien les cuisiner et les magnifier dans nos assiettes? Le chef Benoît Vitz sera notre invité dans quelques instants. C'est l'une des brioches les plus populaires en Italie. Le panettone est un produit qui se déguste traditionnellement pendant les fêtes de fin d'année. Il se prépare déjà dans les cuisines du Louis XV, Alain Ducasse, à l'Hôtel de Paris. Nous tenterons d'en savoir plus sur les secrets de sa fabrication. Puis nous vous emmènerons dans les coulisses des préparatifs de la grande braderie de la Croix-Rouge monégasque à J-2 de ce rendez-vous solidaire. Et à la fin de ce journal, nous recevrons l'écrivain Philippe Besson, qui était l'invité des rendez-vous culturels de l'hôtel Métropole. Nous évoquerons avec lui son dernier ouvrage, Ceci n'est pas un fait divers, aux éditions Julliard, roman qui traite du féminicide. La météo annonce la couleur. L'automne s'est bel et bien installé sur la Côte d'Azur. Pour preuve, les couleurs des étals des maraîchers changent de teinte avec l'arrivée progressive des légumes qui composeront nos plats chauds et réconfortants. Avant de savoir comment les cuisiner avec notre invité, Julia Vial et Julien Laugier se sont rendus au marché de la Condamine pour connaître vos tendances de consommation. Pour déguster des bons légumes de saison, encore faut-il être incollable sur les produits à consommer en fonction du mois de l'année. Alors, en ce moment, que faut-il manger? La fin des courgettes, la fin des aubergines, la fin des tomates, beaucoup de fins de légumes, et puis alors les courges, les grosses courges, les choux qui vont venir. Les poireaux, il y a les courges, il y a les tomates, enfin il y a pas mal, les salades, les pommes de terre. En arrivant au marché de la Condamine en ce jour de grisaille, nous nous attendions à trouver uniquement des clients à la recherche des produits pour réaliser une bonne soupe ou un bon pot-au-feu. Mais en principauté, l'été, les légumes qui vont avec, comme les tomates, semblent faire de la résistance. Écoutez, on est déjà dans une région où on a de la chance d'avoir encore du soleil assez tard, donc je dirais malheureusement ou heureusement, on a toujours des légumes ratatouille. Mais normalement, le mois d'octobre, c'est le mois des légumes feuilles, des légumes racines, et surtout le mois du début du chou, du fenouil. Voilà, donc on rentre dans l'hiver doucement pour manger plus de choses vertes et moins rouges. Et comme les chaleurs estivales ont perduré jusqu'en ce mois d'octobre, certaines récoltes de légumes d'hiver ont été mises à mal. J'ai planté beaucoup de choux qui ont néblé, c'est-à-dire qu'ils sont devenus secs. Il a refallu planter, il a fait trop chaud. On a planté vraiment, pourtant chaque année on plante au mois d'août. Et au mois d'août, là, ça a été une catastrophe. On a dû tout replanter. Mais pas d'inquiétude, avec le retour récent du froid, nos envies de petits plats chauds et réconfortants vont revenir. Grâce aux nombreux légumes de saison, nous allons nous régaler tout l'automne et tout l'hiver. Et pour se régaler et savoir magnifier ces légumes de saison, nous avons contacté un chef qui cuisine en priorité la production de son potager. Après avoir officié au Louis XV, Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris, au Vistamar ou encore à l'Elsa, au Monte Carlo Beach, Benoît Vitz cultive aujourd'hui la naturalité à Cotignac dans le Var, dans le restaurant Jardin Secret sur le domaine de Loucalin. Il nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Bonsoir Benoît Vitz. Bonsoir Émilie. Comment faire honneur à ces produits d'automne, chef? Écoutez, en ce moment, on a des beaux légumes d'automne qui arrivent, notamment des légumes racines. Et en fait, nous, on est très friands d'utiliser tous nos légumes et en faire des conserves aussi. On fait de la lactofermentation. On utilise des cocottes de légumes. Enfin, on utilise le fruit en lui-même. On épluche la peau. Et cette peau, on en fait des consommés, on en fait des bouillons, on en fait aussi des condiments. Parce que ce qui est bon aussi utiliser, c'est les fanes et la peau, où il y a le plus de vitamines. Ouais, c'est vraiment la saison parfaite pour faire le plein de légumes. Tout à fait. Ah oui, c'est vraiment les beaux légumes racines, comme des panais, comme en fait les rutabagas, le topinambour qui arrive aussi. Et en fait, tous ces légumes qui sont un peu oubliés depuis quelque temps. Mais qui reviennent à la mode dans nos assiettes. Exactement. Et il est vrai que on les met en honneur et puis ils se marient bien ensemble. On peut utiliser que des légumes et faire un plat que des légumes. On est très spécialiste, en tout cas là-dedans. Et après, on peut les accommoder aussi avec des viandes, avec un poisson. Et c'est quelque chose qu'on utilise, tout l'hiver. Un légume qui est traité aujourd'hui, on peut
le fait de mariner ou de le mettre au vinaigre ou de le laisser légèrement fermenter, vous pouvez en servir tout l'hiver. Et justement, comment sublimer ces produits d'automne? Donnez-nous un petit peu l'eau à la bouche. En fait, on utilise beaucoup au départ, on utilise les légumes crus, en été, au printemps, on est plus dans les légumes crus. Là, on va plutôt les cuire, on va les confire, on va les cuire dans une croûte de sel, on va les cuire dans du pain. Et c'est vrai que l'autre jour, on a fait un tout simple chou-fleur cuit dans une pâte à brioche et servi avec un condiment, avec la moelle de l'intérieur du chou-fleur. Accommodé avec un peu de graines de moutarde, avec quelques noix torréfiées. On en fait un condiment comme une moutarde et servi avec cette tranche de chou-fleur avec enrobé de pain brioché. C'est voilà, exceptionnel. Oui. C'est très simple, mais très bon. Voilà. Chef, vous avez toujours été un grand adepte de la naturalité transmise par Alain Ducasse. C'est important, ce retour à l'essentiel, se nourrir plus sainement avec des produits de saison. Et surtout, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Et surtout, il faut ne pas manger que des légumes crus. Voilà. Il y a des saisons pour les légumes crus, des saisons pour les légumes d'hiver. Et notamment en ce moment, c'est les faire cuire. On peut aussi les utiliser sous forme de potage. On peut, voilà. Et en tout cas, on peut les sublimer en leur donnant. On a tendance à un peu oublier. C'est vrai que la soupe, c'est compliqué. C'est pas compliqué à faire, mais personne n'a envie d'en manger parce que voilà, il faut qu'il fasse froid. Et à ce moment, il fait pas forcément frais, quoi, et suffisamment froid pour manger. Et donc l'idée, c'est de les mettre sous une autre forme. Ça peut être comme un beignet, ça peut être alors mélangé avec d'autres céréales pour en faire peut-être juste pané ou un gratin, et c'est très bon aussi. Chef, une petite parenthèse, parlez-nous de Jardin Secret, votre restaurant sur le domaine de Loucalin dans le Var. Oui, alors nous avons ouvert le Jardin Secret depuis quelques temps, depuis maintenant 3 ans, et nous avons été récompensés d'une étoile verte. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes en train de l'exporter aussi, cette étoile verte. Nous faisons un premier événement en Thaïlande, à l'hôtel Explorer, et c'est la première fois qu'on fait un événement gastronomique comme ça, et j'en suis très heureux en tout cas, et très fier en tout cas de pouvoir mettre cette étoile verte en avant. Et chez nous, donc, ça passe par l'échange, ça passe par aussi l'échange qu'on peut avoir avec nos clients, l'échange qu'on a aussi en cuisine, en salle, pour transmettre ces valeurs de la durabilité, de la saisonnalité. Et on est très heureux en tout cas de pouvoir vous accueillir et utiliser aussi des produits locaux comme le safran, qui est aussi bientôt à l'honneur sur nos tables. Voilà. Oui, le safran sur lequel on reviendra très rapidement sur Monaco Info. Merci infiniment Benoît Witz d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup, merci, à très vite. Et nous évoquions avec Benoît Witz ses 30 ans de carrière dans les maisons Ducasse. Justement, direction les cuisines du Louis XV Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris, à la découverte d'une brioche bien connue des Italiens, le panettone. Pour la 4e année consécutive, le chef pâtissier Sandro Micheli et sa brigade proposent ce produit que l'on déguste traditionnellement à l'occasion des fêtes de fin d'année. Émilie Flamin et Alban Gingembre ont voulu en savoir plus sur les secrets de fabrication qui, vous allez le voir, demandent beaucoup de patience. Regardez. Tout part d'une pâte à brioche italienne qui a été réalisée et pétrie la veille. Elle a dormi pendant 12 heures et est maintenant prête à passer au 2e pétrissage. On va rajouter de la farine à la première pâte qui a été faite hier soir et qui a poussé pendant 12 heures. Donc ça va prendre 5, 6, 7 minutes. Et après, au fur et à mesure, on a plusieurs étapes. On va rajouter le sucre avec le miel, on a le sel. On a le beurre avec les jaunes, ce qu'on appelle le bassinage, c'est-à-dire l'eau, et à la fin on ajoute la garniture. Même si le savoir-faire et la recette restent traditionnels, ici il y a quand même une particularité. C'est la garniture, oui. Donc nous c'est les deux sortes de chocolat, bleu, chocolat noir, chocolat lait, orangette confite. Dans ce panettone, c'est 27% de garniture. Une fois celle-ci rajoutée, place aux dernières minutes de pétrissage avant que la magie opère. Ce qu'on fait, c'est pour voir si vraiment la pâte est comme on le veut. On va essayer de tirer au maximum son réseau. Et vous voyez, même en tirant, vous voyez, ça, ce réseau glutineux, c'est-à-dire que la pâte a extrêmement de force. On n'arrive pas à la déchirer. Ça, c'est très important pour nous.
c'est d'être sûr qu'on a suffisamment d'élasticité, qu'on a bien travaillé, que la farine est comme il le faut. Et là, vous avez vraiment une toile. Après avoir posé, avoir été travaillé et coulé dans des moules en papier, l'appareil est recouvert d'un glaçage blanc d'œuf, sucre glace, poudre de noisette et grains de sucre avant de partir au four pour 50 minutes. Et tradition oblige, pour que le panettone garde sa hauteur, il faut le retourner à la fin de la cuisson. Voilà, c'est prêt. Donc voici les 2 panettones que nous avons à la vente. En ce moment, par semaine, le chef pâtissier confectionne 50 kg de pâtes qui sont ensuite façonnées et cuites chaque jour en fonction de la demande. Et les panettones du Louis XV Alain Ducasse sont disponibles à la commande jusqu'au 9 décembre. Certaines vitrines de magasins à Monaco annoncent déjà l'événement. Halloween, c'est dans quelques jours. Il ne sera pas impossible de voir déambuler des petits monstres déguisés. Plusieurs animations sont proposées en principauté. La boîte à jeux organise par exemple un grand jeu au parc Princesse Antoinette le mardi 31 octobre dès 14 h. En soirée, les enfants âgés de 11 à 17 ans pourront profiter d'une soirée DJ à l'espace Léo Ferré. D'autres ateliers sont prévus le même jour au Jardin Exotique et au Centre Botanique. Nous vous en parlions en début de semaine, la grande braderie de la Croix-Rouge monégasque a lieu ce samedi à l'espace Léo Ferré. L'opportunité de faire de bonnes affaires solidaires. De nombreux bénévoles sont mobilisés pour préparer ce rendez-vous annuel. Julia Vial et Alban Gingembre ont suivi les derniers préparatifs à quelques jours de l'événement. Les bénévoles commencent tout juste le montage des installations. Tous sont à pied d'œuvre pour que les stands de vente soient opérationnels le plus rapidement possible. Aujourd'hui, bon, c'est un peu la panique. Et demain, il y a tout le monde qui vient, tous les stands. Et là, ils mettront tout en place, c'est-à-dire tout ce qui est dans les cartons, ils les déballent et ils les mettent sur les tables. Voilà. Et samedi, c'est le grand jour. Chaque année, plus de 3000 personnes viennent à la braderie pour allier leurs bonnes affaires à la bonne cause. Cette braderie qui est finalement le point d'orgue d'une année entière de travail de la part des bénévoles. On a des bénévoles à Nord, donc on a les bénévoles cet après-midi qui nous font du nappage. On a des bénévoles qui tournent depuis hier après-midi pour les rotations, pour amener tous les sacs. On a des bénévoles demain pour la mise en place. Il faut compter, demain j'ai 70 bénévoles qui viennent nous donner un coup de main. Et pour le jour J, samedi, on a 180 bénévoles qui seront sur stand. Les trier, repérer les pièces rares et classer tous les dons, c'est le travail titanesque des bénévoles tout au long de l'année. Le stand du luxe est d'ailleurs celui qui attire le plus les foules. Et comme la mode est un éternel recommencement, certaines pièces anciennes trouvent aussi leur public. Il y a aussi un stand de grand luxe où il y a des dons de fourrure, de manteaux, de tout, qui se trouve actuellement à la braderie. Et donc, on effectue toutes ces choses. C'est vrai qu'on trouve des choses magnifiques. On retrouve les souvenirs de nos anciens, là, de choses, surtout dans ce qui est dans le linge de maison, dans le mobilier, beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça fait plaisir aussi, nous, de voir des choses qu'on ne voit plus maintenant, et qu'on retrouve chez nos anciens. La grande braderie se tiendra donc ce samedi 28 octobre à partir de 9 h à l'espace Léo Ferré. Tous les fonds récoltés à l'occasion des ventes de la journée seront reversés aux bonnes œuvres de la Croix-Rouge monégasque. L'hôtel Métropole Monte-Carlo relance ses rendez-vous culturels, l'occasion de rencontrer dans un écrin privilégié des personnalités du monde de la culture et des arts. Francis Huster, David Fuenquinos, Anne Parillo se sont déjà prêtés à l'exercice. Cet après-midi, c'est l'écrivain Philippe Besson qui était l'invité de ce rendez-vous pour présenter son dernier livre « Ceci n'est pas un fait divers » aux éditions Julliard. Il est également l'invité de Monaco Info ce soir. Bonsoir Philippe Besson. Bonsoir. Évoquons tout d'abord le choix du titre de votre ouvrage. Ceci n'est pas un fait divers, c'est un titre pour entamer le débat, car cela va bien au-delà de cela. Ce livre met les mots sur le féminicide. Oui, et pour moi, c'est effectivement quelque chose qui aujourd'hui appartient à la rubrique des faits divers. On sait quelques lignes dans un journal où on dit voilà, une femme a été tuée sous les coups de son conjoint, et puis on passe à autre chose. C'est aussi un chiffre dans un décompte macabre. On sait grosso modo environ 140 féminicides par an. Et moi, je voulais dire que c'est tout autre chose. D'abord, c'est une histoire d'hommes, de femmes, d'enfants. Voilà, c'est une histoire incarnée avec des sentiments, avec une vie prise, des vies dévastées autour. Et puis c'est un fait de société parce que ça
il faut tordre le cou une fois pour toutes à la légende du crime passionnel. Celui qui tue se comporte comme un propriétaire. Il commet un crime de propriétaire. Sa femme veut partir, c'est le cas dans 3 ou 4 cas sur 5. Et à ce moment-là, il décide qu'elle doit mourir, qu'elle doit continuer de lui appartenir jusqu'à la mort. Et donc, quelqu'un qui se sent autorisé à commettre un crime de propriétaire, ça raconte quelque chose sur la société dans laquelle nous vivons, oui. Oui, ce roman est inspiré de faits réels. C'est un lecteur qui vous a fait part de son histoire, qui a dit « Mon père a tué ma mère ». Oui, c'est ça. Un jour, dans une librairie, un jeune homme vient vers moi parce qu'il aime mes livres. On entame une conversation et puis on se revoit un peu après. Et vous savez, comme quand on commence à connaître les gens, on les interroge sur leur histoire familiale. Et il me dit, tu sais, il faut que je te dise, mon père a tué ma mère. Et cette phrase m'a plongé dans une sidération, évidemment, et dans le silence. D'ailleurs, il y a très peu de phrases, au fond, qui vous obligent au silence. Et puis, quelque temps après, on s'est reparlé, lui et moi. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne me l'avais pas dit avant? C'était pas un reproche, j'essayais de comprendre. Et il m'a dit à ce moment-là 2 choses qui ont décidé du livre. Il m'a dit la mort de ma mère emporte tout et moi je ne compte pas. Alors quelqu'un qui me dit je compte pas, c'est pas possible, toutes les vies comptent. Et puis après il m'a dit de toute façon je ne saurais pas raconter l'histoire. Et alors si vous dites à un écrivain je ne saurais pas raconter l'histoire, vous prenez le risque qu'il tente de l'écrire à votre place. Et moi je me suis dit voilà comment peut-être on peut prendre cette question des violences conjugales et des féminicides par le biais des enfants, par le regard et la voix des enfants, comment la vie continue après cette calamité-là. Oui, parce que vous parlez de reconstruction, plusieurs sentiments se mêlent à l'issue d'un tel drame vécu par des enfants, la tristesse, la colère et puis la culpabilité. Oui, alors évidemment on commence par la sidération parce que c'est évidemment quelque chose à quoi on ne s'attend pas du tout et puis effectivement on plonge dans un grand chagrin parce que voilà, ces enfants viennent de perdre leur mère, ils l'ont perdue dans les conditions les pires qui soient. Il y a aussi une grande violence qui leur est assénée puisque en général, le féminicide a lieu dans la maison de famille, donc cette maison devient une scène de crime, ils n'y ont plus accès. Ça veut dire qu'ils sont bannis du territoire de leur enfance ou de leur adolescence, ils n'ont plus voix au chapitre. Et puis après, évidemment, il y a cette question de la colère, parce que personne n'a rien fait, personne n'a rien empêché, et la culpabilité, parce qu'eux-mêmes se disent on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Toutes ces strates-là, il faut en passer par là pour arriver à se reconstruire et aller vers une forme de résilience. Parce qu'à un moment, il faut revenir à la vie. Et moi, au fond, je vois ces enfants comme des êtres qui auraient été plongés dans des eaux très noires et qui essaient de remonter à la surface. Et la question, c'est est-ce qu'ils auront assez de souffle pour remonter à la surface à temps? Et donc, c'est cette question de la reconstruction et de la résilience qui est au cœur du récit, oui. Et il était important pour vous, Philippe Besson, d'être le miroir de ce monde, de relater cette histoire à hauteur d'homme pour réveiller les consciences à ce sujet? Oui, je pense que les écrivains, ils appartiennent au monde réel. On n'est pas dans une tour d'ivoire à écrire avec une chandelle à côté de nous et en pensant que tout ce qui se passe à côté, c'est sans importance. Non, on est évidemment rattrapé par le chaos du monde, par le chaos de la société, par tout ce qui traverse, par la violence qui traverse notre société. Et donc les violences conjugales, elles sont là devant nous, on les voit. Et on ouvre un journal, on allume la télévision, on en entend parler. Et donc on prend ce réel-là et on essaie de le raconter. Mais on le raconte effectivement sous une forme romanesque, ou en tout cas sous une forme sensible, parce que l'idée c'est moins de faire appel à l'intelligence qu'au cœur. C'est-à-dire je veux parler au cœur des gens parce que je me dis en cherchant à atteindre le cœur, justement on pourra éveiller les consciences, on pourra faire en sorte que les gens aient un regard différent. Donc oui, j'ai voulu faire ce travail d'une écriture sensible autour de cette question-là pour approcher la question différemment. Oui, ça a toujours animé votre écriture. Merci Philippe Besson d'avoir été avec nous sur Monaco Info. On le rappelle, vous étiez l'invité des rendez-vous culturels de l'hôtel Métropole. Merci à vous. Le 3 novembre prochain, Monaco officialisera son jumelage avec Dolce Acqua. Une série de cérémonies va avoir lieu en principauté et dans cette commune d'Italie située dans la province d'Imperia en Ligurie. En amont de ces festivités, le comité national monégasque de la IAP met actuellement à l'honneur 4 peintres originaires de la ville italienne. Le maire de Dolce Acqua ainsi que l'ambassadeur d'Italie à Monaco étaient présents pour inaugurer l'exposition. Le reportage d'Anaïs Riu et Julien Laugier. Bien qu'elles soient toutes différentes les unes des autres, de par leur couleur, leur forme, leur sujet et leur style, elles ont toutes un point commun. Ces œuvres ont été peintes par 4 artistes originaires de Dolce Acqua et représentent des scènes de vie emblématiques au cœur de la ville italienne. J'ai voulu montrer des effets un peu spéciaux de chacun d'entre eux. Donc pour Morcho, j'ai choisi des natures mortes, et en particulier des bouquets, des fleurs. Pour Giglio, j'ai choisi des visages. C'est un autodidacte de Dolce Acqua qui a vécu longtemps au Brésil et qui s'est formé tout seul.
Donc ils sont tous de formations un peu différentes d'ailleurs. Derrière moi, vous avez Mario Raimondo di Barba di Rame, qui est barbe de cuivre, hein, il avait une barbe assez belle. Et lui, j'ai choisi des scènes de travail, de paysans qui travaillent la terre, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose qui qualifie un peu tout l'arrière-pays de Monaco, de Dolciacqua, c'est le même. Hein, c'est les mêmes efforts, les mêmes hommes, les mêmes femmes qui ont travaillé pour nourrir leur famille. Une exposition atypique, en signe d'amitié pour le jumelage entre Dolciacqua et Monaco, après 5 siècles d'éloignement. Un hommage également que la mairie de la commune italienne a souhaité rendre à ces peintres, tous disparus à ce jour, en les offrant au regard des monégasques et visiteurs internationaux. Un'ulteriore iniziativa che abbiamo fatto col Comune di Monaco e con Monaco per arrivare al gemellaggio. È da gennaio che abbiamo fatto tantissime iniziative sportive, culturali, gli adulti, e questa è un po' la chiusura. Ed è piacevole perché racconta anche un po' la storia del paese, perché questi quadri in qualche modo rappresentano, raccontano la vita contadina, quello che era Dolciacqua una volta. E lo scambio con l'AIAP è proprio questo, cioè di essere noi qua a Dolciacqua e un altro anno loro verranno a Dolciacqua a esporre il nostro castello. Quindi una continua collaborazione che continuerà, spero, anche negli anni futuri. À son tour, l'Association internationale des arts plastiques du Comité national monégasque se rendra l'année prochaine à Dolciacqua avec la même initiative. L'actualité sportive en principauté est très riche toute l'année avec de nombreux événements majeurs, mais le sport amateur rassemble également énormément de passionnés. Coup de projecteur ce soir sur l'équipe masculine de l'AS Monaco Handball, solidement ancrée en National 2 depuis une décennie. Le reportage de Frédéric Elion sur des images d'Alban Gingembre. Il y a des équipes qui font l'ascenseur et manquent de stabilité au fil des saisons. À l'AS Monaco Handball, c'est tout l'inverse, une décennie de présence en National 2. Cette saison a pris 6 journées, soit un quart du championnat. Monaco présente un bilan équilibré, 3 victoires et 3 défaites. On est, on va dire, sur notre petit chemin, même s'il y a un regret, c'est la défaite à domicile contre Prades. Réellement, on devrait être à 4 sur 6 et là, on serait très bien. Donc cette défaite, elle fait mal. Après, on est allé perdre à Marseille, on est allé perdre à Saint-Raphaël. On sait que c'est 2 gros de la poule. Malgré tout, à Saint-Raph ce week-end, on n'a pas été ridicule. Et pourtant, on a des blessés, c'est compliqué, il faut composer avec tout ça. Un effectif limité, notamment sur la base arrière, des blessures donc. Si Monaco était habitué à jouer les premiers rôles en N2, cette année est une saison de transition avec comme objectif le maintien. Ça fait ma 10e année que je suis sur Monaco. C'est la première année où clairement on ne vise pas la montée, puisqu'à un moment donné il faut se rendre aussi à l'évidence avec le... On a des bons joueurs à chaque poste, mais je pense qu'on manque de rotation. Et là, aujourd'hui, on le voit en plus avec les blessures, ça fait la différence. Maintenant, on a quand même Voilà, le principal, ça va être de retrouver un état d'esprit de guerrier, de vouloir gagner chaque match, et puis de se battre, ce qui nous a manqué un petit peu les dernières saisons. Et pour assurer le maintien le plus tôt possible, cela passe par de très bonnes performances à la maison. Samedi, Monaco recevra la réserve de Frontignan à 18h30. Comme chaque soir, nous vous proposons un point complet sur vos prévisions météo. Bonsoir Julia Vial. Et quel temps est prévu pour ce vendredi 27 octobre, Julia ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain matin, le temps sera plutôt couvert avec de nombreux nuages attendus sur la principauté. Le ciel va cependant se dégager progressivement dans la journée pour laisser place à de belles éclaircies. Les températures, comme d'habitude, seront agréables avec 17 degrés dans la matinée et 23 degrés au meilleur de la journée. Le soleil montrera le bout de son nez à 7h57 précisément. La nuit, elle arrivera à 18h30. Ce vendredi 27 octobre, nous fêterons les Emmelines. Merci Julia, ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali qui vous emmène ce soir en Arctique et en Antarctique avec l'exposition de Greg Lecoeur au musée océanographique. Pôle des mondes fragiles est d'ailleurs à découvrir jusqu'au 5 novembre au Temple de la Mer. Dans un instant, la suite de vos programmes sur Monaco Info. Demain, retrouvez Yannick Debevert pour votre JT. Passez une excellente soirée.